Bonjour, mon nom est Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Nous sommes le 1er février 2022. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire et je ne fais aucune sollicitation. Le titre de cette vidéo est La santé mentale et les sans-abri. Donc, je vais m'intéresser à deux problématiques séparées que je vais ensuite joindre à partir de mon expérience personnelle comme fonctionnaire pour le gouvernement du Canada et le service correctionnel. Donc, la santé mentale d'un côté, de l'autre côté, le phénomène des sans-abri. Quelques mots sur mon background. J'ai deux bacs, un bac en philosophie, un bac en droit, une maîtrise en droit et une maîtrise en philosophie. Ma maîtrise en droit, c'est avec Maître Yvon Renaud, le père, si vous voulez, du droit corporatif québécois. Par la suite, j'ai fait une scolarité de doctorat en philosophie et que je n'ai pas complété. Je n'ai pas obtenu mon doctorat pour des raisons de santé. Par la suite, j'ai fait une maîtrise en droit à l'Université Georgetown de Washington en sécurité nationale. J'ai fait du bénévolat. J'ai travaillé dans le secteur privé pour AMC, American Motor Jeep, comme coordonnateur régional. Je suis un ancien membre des Forces armées, de la réserve et de la régulière. J'ai commencé mes études de droit à l'Université McGill que j'ai interrompu à l'occasion du premier référendum que j'ai continué ensuite à l'Université de Montréal. À part ça, je suis double médaillé du gouverneur général, entre autres pour mes services, enfin pour mon service pour le gouvernement du Canada, au service correctionnel. Bon, ceci étant dit, deux paramètres différents. Donc, vous avez d'une part la question de la santé mentale et d'autre part la question des sans-abri. Pourquoi parler de ça aujourd'hui? Ben, écoutez, d'abord parce qu'il fait très froid. On a un hiver où on a battu des records. Et ensuite, parce que la problématique des sans-abri devient de plus en plus importante d'une année à l'autre, tant relativement à la question des logements sociaux que la question à proprement parler de la santé mentale, sur le plan, si vous voulez, médical en lien avec la toxicomanie et d'autres problématiques sociales connexes. Bon, voici, j'ai travaillé pendant 28 ans pour les services correctionnels et au fil des années, le nombre de cas de santé mentale ne cessait pas d'augmenter. On en avait de plus en plus. Comme par exemple, comme agent de correction, comme agent de libération conditionnelle, on pouvait se retrouver finalement avec 25% de cas associés à des problématiques de santé mentale. Et cette problématique de santé mentale, à ce moment-là, nous a interpellés et continue de nous interpeller parce que l'approche est très différente sur le plan de la criminogenèse, parce qu'on se retrouve dans un pénitencier, donc ça veut dire que des crimes ont été commis par des personnes qui étaient quand même aptes à subir un procès et qui se retrouvent avec une sentence de prison. Voilà. Mais le point auquel je vais en arriver est le suivant, et ça, c'est très important. C'est à propos au sujet de la fameuse loi P38, c'est-à-dire la loi qui concerne les personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Cette loi de 1997 qui a été adoptée par le bon gouvernement du Parti québécois sous la direction de Lucien Bouchard a créé pour les pénitenciers fédéraux, pour le gouvernement du Canada, une toute nouvelle problématique et là je vais vous expliquer pourquoi. Avant cela, on pouvait, selon ma compréhension et les conversations que j'ai eues avec des psychiatres à l'époque, des échanges dans les années 80, des psychiatres qui venaient nous visiter, dont j'ai travaillé pendant 18 ans à l'établissement Leclerc et j'ai eu l'occasion d'avoir quelques échanges, dont avec un psychiatre très connu, Dr Bruno Cormier. Et
avant la P38, il y avait au Québec ce qu'on appelait de façon un peu péjorative des asiles, hein, des hôpitaux psychiatriques qui recevaient des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Et à ce moment-là, la problématique était très large. Il couvrait ce qu'on pourrait appeler la fonctionnalité. C'est-à-dire que pour être dans une institution psychiatrique, il ne fallait pas nécessairement être un danger pour soi-même ou pour autrui, c'est-à-dire menacer de se suicider ou de tuer quelqu'un, mais on pouvait être en quelque sorte retrouvé dans une institution psychiatrique pour des raisons de fonctionnalité sociale. Et ça, je vais développer ça dans quelques minutes là. Et ça faisait en sorte que il y avait moins de, si vous voulez, de sans-abri sur les rues, n'est-ce pas? Et la problématique était, si vous voulez, à l'interne, hein. Il pouvait y avoir des programmes, euh, euh, on pouvait garder les malades au chaud, ils étaient nourris, habillés, voilà, ils étaient dans une institution, ils pouvaient bénéficier de certains services. Tout ça était sous la juridiction de la province. Et là, vous allez voir quelle est mon interprétation de la loi P38 et les conséquences sur le partage des compétences entre le fédéral et les provinces. Vous allez voir que c'est un dossier éminemment politique, dans le fond. En adoptant P38, on a, en 1997, on a en quelque sorte vidé les institutions psychiatriques pour garder seulement les cas des personnes qui représentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Autrement dit, on a mis sur la rue des gens qui étaient carrément dysfonctionnels, ce qui m'amène au critère de la fonctionnalité. Et là, à ce moment-là, ces gens dysfonctionnels, bien entendu, les premiers intervenants qui avaient composé avec eux, ben, c'était la police, n'est-ce pas? Quand on n'est pas fonctionnel, il se peut qu'à un moment donné, on se retrouve avec des problèmes avec la police. C'est quand on refuse de travailler, qu'on ne paye pas son loyer, qu'on ne paye pas ses factures, qu'on s'engueule avec tout le monde, ben là, à un moment donné, là, passez-moi l'expression, la personne qui a des problèmes de santé mentale, pour parler en bon québécois, pète sa coche. Et là, à ce moment-là, il y a un échange avec les policiers qui peut avoir des conséquences tragiques. Donc, on a vidé les hôpitaux psychiatriques, on les a mis sur le chemin. Et là, il y a eu des interventions policières, il y a eu des victimes. Et là, ces gens-là se sont retrouvés dans des prisons provinciales d'abord, et ensuite dans des pénitenciers fédéraux. Prison provinciale, sentence de moins de 2 ans, pénitenciers fédéraux, des sentences de 2 ans et plus. Et là, c'est là que le bas blesse, c'est que finalement, la province a déplacé une partie de la problématique de santé mentale du Québec vers le fédéral. Carrément. Au Québec, c'est comme ça que ça s'est articulé avec P38. Et là, évidemment, et dans cette transition-là, ben, il y a eu beaucoup de victimes. Hein, n'est-ce pas? Parce que les gens qui ont des problèmes de santé mentale vont faire des victimes parce que la société ne fonctionne pas selon leur barème à eux. Et là, je vais vous parler justement de cette notion de fonctionnalité. Les cas de santé mentale que moi j'ai connus et qui étaient des dysfonctionnels, c'est-à-dire qui n'étaient pas un risque pour eux-mêmes ou pour autrui. Par exemple, je vais vous donner un exemple, je vais changer le nom pour protéger l'identité de la personne. C'est, on va dire, la patte à l'abri. Bon, vous avez un sans-abri qui est incarcéré dans un pénitencier et qui s'appelle la patte à l'abri. Bon. La patte à l'abri, lui, dans la vie, ce qui l'intéresse, ce qui le fascine, c'est de trouver l'assassin du président Kennedy. Bon, c'est son obsession. Il ne parle que de ça. Donc, vous avez un cas d'un individu que vous convoquez à votre bureau pour éventuellement faire un plan correctionnel, un plan de sortie. Et lui, il vous parle des assassins du président Kennedy. C'est ça, la dysfonctionnalité. Et une fois qu'il est dehors, il ne fera pas de demande pour avoir un chèque d'aide sociale. Il ne cherchera peut-être même pas à trouver un travail ou à encore se trouver un loyer. Non. Il va se contenter de vivre sur un banc de parc et de quêter, de s'installer sur un coin de rue et éventuellement
dans le cas de la pâte à laver, c'était clair, il y avait un sac, puis c'était des livres sur l'affaire Kennedy. Bon. Et voilà, il ne parle que de ça. C'est ce qu'on appelle être complètement accroché. Pourquoi une personne devient ainsi? Ben, on peut penser que c'est de la drogue, des conséquences neurologiques associées à la consommation de drogue, d'alcool, de médicaments, un mélange de tout ça. Là. Et là, on se retrouve avec une personne neurologiquement atteinte. C'est irréversible, ça ne reviendra pas. Et là, on a affaire à la pâte à l'abri qui parle de l'assassinat du président Kennedy. Donc, il se retrouve devant les commissaires de libération conditionnelle et il leur parle. Les commissaires s'interrogent sur, évidemment, lui posent des questions sur son plan de sortie, ce qu'il veut faire, etc. Et là, à ce moment-là, lui, il les répond que il est sur le point d'identifier la personne qui a tué le président Kennedy. Ben là, écoutez, les commissaires, les deux bras leur tombent, n'est-ce pas? Ils sont confrontés à un sans-abri, un problème de santé mentale, voire un problème neurologique irréversible. Mais nous, la loi nous force, après 2 tiers d'ascendance, à le libérer. Donc, on le met en dehors du pénitencier et lui s'accroche, il ne veut pas sortir parce qu'évidemment, il est nourri, logé. On lui dit quoi faire à toute heure du jour et de la journée. Ça, il l'apprécie. Il est sous une direction complète. Il est obéissant, il est docile. C'est un bon détenu, mais il n'est pas là. N'est-ce pas? Sa présence mentale n'est pas là. Il ne fait pas de connexion entre son univers conscient et sa situation réelle, matérielle, réelle. Donc, ça amène évidemment des problématiques de fonctionnalité. On a affaire à une personne qui n'est pas fonctionnelle. Maintenant, si vous multipliez les cas et que vous vous retrouvez avec une population dans un pénitencier de 600 détenus, vous en avez peut-être une cinquantaine comme ça, ben là, écoutez, vous avez un sérieux problème. Là. C'est que là, non seulement vos agents de correction doivent être des infirmiers, mais ils doivent être des psychologues, doivent faire preuve de patience et en même temps gérer des situations qui peuvent être particulièrement compliquées, surtout quand vous avez des détenus qui sont des membres du crime organisé et qui, eux, sont très bien intégrés dans la réalité et qui doivent composer sur une ligne d'attente à la cafétéria avec un individu qui a un discours délirant. Donc, ça pose de sérieux problèmes. Donc, ce que je vous dis de façon claire et nette, c'est que le gouvernement de la province de Québec, sous la direction du bon Parti québécois, eh bien, on a transféré le traitement des sans-abri, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des institutions psychiatriques vers les pénitenciers fédéraux. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec une problématique majeure dans les pénitenciers fédéraux. À cet égard, il y a une décision importante qui a été rendue par Mme la juge Sotomayor de la Cour suprême des États-Unis, parce qu'en Californie, ils ont eu le même problème, ce qui a donné lieu à la décision Brown versus State of California. Et dans cette décision, Mme la juge a ordonné aux prisons fédérales américaines, et même, je crois, ça couvrait aussi les prisons d'État, si ma mémoire est bonne, de libérer les cas de santé mentale. Évidemment, ça n'a absolument rien réglé. Ça a permis de faire de la place dans les prisons, mais les cas de santé mentale se sont retrouvés sur le chemin avec encore moins de ressources qu'ils peuvent en avoir au Québec, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus conservateur à cet égard, même en Californie. Donc, la problématique, elle est réelle, elle est là, et elle ne se règle pas. Et ce qui est pire, c'est que souvent, elle s'accompagne de victimes. Parce que ces personnes de santé mentale, des personnes vulnérables, ont besoin d'aide, ont besoin de support, et à l'heure actuelle, P38 ne le fournit pas. Je sais qu'il y a un projet de loi de la CAQ qui devrait entrer en vigueur, une loi sur la vulnérabilité, une loi sur les personnes vulnérables, mais on n'y traite pas directement de la question de la dangerosité. Il s'agit plutôt d'une question de curatelle, des programmes de protection, mais ça, évidemment, c'est sous réserve que la personne accepte une évaluation psychiatrique.
Ce qui fait l'originalité de P38, c'est le cas de la personne qui a un problème de santé mentale et qui refuse tout traitement. Et ce qui est le cas de la majorité des sans-abri, pour qui, finalement, ce ne sont pas eux qui sont les déconnectés, mais c'est la société qui est déconnectée. Donc, à ce moment-là, ça devient un peu compliqué. Et ce que je voulais surtout mettre en exergue aujourd'hui, c'est l'importance du critère de fonctionnalité. Être fonctionnel dans la société, ça veut dire d'abord et avant tout travailler, être capable de payer ses factures, être capable de se trouver un logement, de vivre de façon relativement autonome. Et ça, les sans-abri n'y parviennent pas pour toutes sortes de raisons de désorganisation mentale, de dépendance, de toxicomanie, abus de médication. Écoutez, on pourrait épiloguer là-dessus longtemps. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Tout ça pour vous dire, en fin de compte, qu'on a les provinces et le fédéral ne se partagent pas la compétence, mais je vous dirais que le gouvernement de la province, c'est laver les mains de la santé mentale, carrément. Carrément. Et en décidant d'intervenir simplement dans les cas où les personnes représentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Quand c'est pour autrui, ben là, écoutez, c'est la police. Quand c'est pour elles-mêmes, ben là, c'est possibilité de suicide. Et là, le gouvernement fédéral et les provinces tendent à développer une nouvelle voie, à savoir les soins de fin de vie. Hein? Les personnes ayant des problèmes de santé mentale deviendraient éligibles aux soins de fin de vie. Ce qu'on a appelé pompeusement au Québec mourir dans la dignité. Bon, voilà. Tout ça, un relent de la culture politique des années 30, là, autour de l'eugénisme, autour de l'ingénierie sociale, autour du programme Action, AKTION, qui était très populaire dans l'Allemagne des années 30 et qui aujourd'hui prend d'autres formes plus subtiles, plus gauchisantes, plus humanitaires, entre guillemets. Autrement dit, comment se débarrasser des personnes avec des gants roses. Et voilà, alors qu'en réalité, il s'agit d'une grosse question de budget, à savoir qui va assumer le fardeau social et économique des personnes non fonctionnelles. À l'heure actuelle, on est dans une sorte de vide juridique à cause de P38, qui a ciblé les personnes qui représentent un danger. Mais les personnes dysfonctionnelles, on les retrouve de plus en plus nombreuses dans nos rues, un peu partout. Évidemment, pas dans les rues des quartiers riches, là. Non, mais dans les rues des quartiers pauvres, là, des quartiers défavorisés. On les retrouve en grand nombre. Et voilà, c'est la conséquence, si vous voulez, de ce que Marx appelait la lutte des classes, là, ou de ce que nous, on pourrait appeler d'une certaine façon le capitalisme sauvage, où finalement la société montre qu'elle est incapable de s'occuper des plus vulnérables, ou décide de fermer les yeux, ou encore lorsqu'un dommage est irréversible, ben là, écoutez, il n'y a plus rien à faire. C'est pas mourir dans la dignité, soins de fin de vie, ce qui a fait l'objet d'un débat récemment à la Chambre des communes. Donc voici, c'était tout pour aujourd'hui. Je tiens à remercier mes abonnés et tous ceux qui ne sont pas mes abonnés. Et je vous invite à me faire des commentaires auxquels je vais répondre éventuellement. Donc là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.